Deux. Mm. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire Les primes et rappels de salaire dans le cadre d'un accident de travail et maladie professionnelle. Je me présente, Florence Guiton, je suis chargée de relations aux entreprises. Mon rôle est de vous accompagner, vous en tant qu'employeur, sur l'ensemble des téléservices mis à votre disposition, dans notamment la gestion de vos arrêts de travail. Aujourd'hui, je suis accompagnée de mes deux collègues Gwenaëlle et Sylvanie, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, Gwenaëlle Tindano, chargée de relations auprès des entreprises. Donc, avec Sylvanie, nous allons répondre à vos questions à l'oral à la fin du webinaire. Et juste une information, c'est que toutes les questions sur les cas particuliers de vos salariés, on ne pourra pas y répondre. Donc, on vous remercie d'appeler le 36 79 comme vous savez le faire actuellement. Et bonjour, je suis Sylvanie Chapeau et je suis cadre technique au service indemnité journalière, accident de travail et maladies professionnelles. Merci Sylvanie et Gwenaëlle. Donc effectivement, on a la chance aujourd'hui d'avoir aussi une experte avec nous, voilà, pour répondre aux différentes questions. Donc comme vous l'a dit Gwenaëlle, du coup, on répondra. Alors, elles vont s'éclipser pendant la présentation, Gwenaëlle et Sylvanie, pour reprendre les questions. Principalement, effectivement, on va y répondre à l'oral à la fin. L'objectif, c'est d'apporter une réponse à tous. Et effectivement, par contre, s'il y a des questions spécifiques qui demandent des vérifications de dossier, là, on vous amène plutôt à contacter le 36 79. On va être une petite heure ensemble. On est plutôt sur 45 minutes de présentation et un quart d'heure à peu près pour les questions et les réponses. Vous avez l'habitude, l'onglet QR en bas de votre écran pour poser vos questions. Voilà, et nous sommes partis. Alors, du coup, on va démarrer effectivement ensemble sur ce webinaire sur les primes et rappels de salaire. L'objectif de ce webinaire, de bien vous accompagner sur la saisie d'une attestation de salaire dans le cadre d'un accident de travail et maladie professionnelle. Et on va vraiment faire un focus sur tout ce qui est primes et rappels de salaire. C'est là effectivement qu'on rencontre le plus de questions. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est d'avoir une meilleure compréhension sur toute cette partie prime, comment bien saisir l'attestation au niveau des primes. Voilà. Et on va même aller jusqu'à vous expliquer effectivement pourquoi certaines primes vont être prises en compte, pardon, et d'autres pas. Alors, ensemble, on va voir déjà les éléments de salaire de référence. Voilà, pour avoir un salaire de référence, il va y avoir des éléments qui sont importants pour nous, dont le salaire de base. Donc, on va expliquer c'est quoi le salaire de base, c'est quoi les primes et rappels de salaire, le salaire rétabli lorsqu'on a une absence autorisée. On verra jusqu'à la reconstitution de l'attestation de salaire. Enfin, la DSN, on le rappelle toujours, vous le verrez qu'avec la DSN, c'est toujours plus simple. Là, ça sera l'importance d'un bon paramétrage, mais encore une fois, c'est l'avantage d'être en DSN, beaucoup plus simple pour vous en termes de saisie. Et enfin, les différents contacts. Alors, les éléments du salaire de référence. Aujourd'hui, pour mieux comprendre le salaire de référence, nous, pour bien indemniser un risque professionnel, il va être important de bien déclarer trois choses. D'abord, c'est ce qu'on va appeler le salaire de base et accessoire de salaire de ce qu'on appelle, nous, la période de référence. On a essayé de vous mettre le cadre A. On sait que quand vous étiez, en tout cas pour ceux qui sont encore sur Net Entreprise ou qui l'ont été forcément, du coup, le cadre A, c'est vraiment ce qui correspond au salaire de base. Et lui, il va correspondre au salaire du mois précédant le dernier jour travaillé. Toujours le mois qui précède le dernier jour travaillé. Un exemple, le 15 juin, dernier jour travaillé le 15 juin, le salaire de base, ce sera bien le mois de mai. Si par contre mon dernier jour travaillé est le 30 juin, le salaire de base, ce sera le mois de juin. Voilà, donc salaire de base, le salaire qui précède le dernier jour travaillé. Ensuite, pour être bien indemnisé, on a besoin aussi de venir indiquer un deuxième élément qui vont être les rappels de salaire et accessoires de salaire. Qui, elles, vont être versées dans une périodicité différente. Elles, on va les retrouver dans le cadre B quand on est sur notre entreprise. Et ça correspond à tout ce qui est prime et rappel de salaire versé dans les 13 mois qui précèdent le dernier jour travaillé. Vous allez me dire pourquoi 13 mois? C'est vrai qu'on a plutôt tendance jusque-là à vous donner 12 mois. Mais on va le voir que dans certains cas, et notamment sur des primes de fin d'année, on a besoin de vous réclamer le 13e mois. Donc aujourd'hui, plus simple que de s'arrêter à 12 mois, on va directement vous dire, venez nous indiquer toutes les primes versées
dans les 13 mois qui précèdent le dernier jour travaillé. Et enfin, on a le salaire rétabli. Alors, uniquement si la période de référence n'a pas été entièrement travaillée et qu'on est dans le cadre d'une absence autorisée. Là, effectivement, il faudra indiquer une perte de salaire suite à une absence autorisée et là, qui équivaudra au cadre C. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment important. C'est ces 3 éléments pour être bien indemnisé dans le cadre d'un risque professionnel. On va d'abord regarder c'est quoi le salaire de base. Et avant d'expliquer c'est quoi le salaire de base, on va venir vous interroger pour voir vous aujourd'hui un petit quiz. Déjà, alors, je lance un petit quiz juste pour savoir vous aujourd'hui. Est-ce que vous êtes en mesure de me répondre à quoi correspond pour vous le salaire de base lorsque je saisis une attestation de salaire en ATMP sur NetE ou un signalement DSL? C'est du multi-réponse. Vous pouvez donner plusieurs réponses. Je vous invite. Donc, soit c'est quoi? C'est le salaire du mois précédent, le dernier jour travaillé, si c'est un salarié mensualisé. Est-ce que c'est le salaire des 3 mois qui précèdent le dernier jour travaillé? Ou est-ce que c'est le salaire des 12 mois qui précèdent le dernier jour travaillé lors d'une activité discontinue? Je vous laisse quelques minutes pour y répondre. Vous pouvez donner plusieurs réponses. Information. Alors, est-ce que c'est le salaire du mois précédent le dernier jour travaillé, le salaire des 3 mois qui précèdent le dernier jour travaillé ou le salaire des 12 mois dans le cas d'une activité discontinue? Alors, ça ne bouge plus trop. Alors, il y a un petit piège forcément. Je vais mettre fin, ça ne bouge plus. On va mettre fin au sondage. Je vais partager les résultats. Normalement, ça doit apparaître à votre écran. Alors, salaire du mois précédent, effectivement, vous êtes nombreux à donner la bonne réponse, qui est effectivement dans le cadre d'un salarié mensualisé. Mais effectivement, pas que. C'est pour ça que je donne aussi derrière la réponse. C'est à la fois donc le salaire du mois précédent, le dernier jour travaillé, si on est sur un salarié mensualisé. Par contre, attention, si on est en activité discontinue, ça ne change pas. Un intérimaire, par exemple, on sera bien dans le cadre d'un accident de travail sur les 12 mois qui précèdent le dernier jour travaillé. Donc attention, il y avait bien 2 bonnes réponses. Attention pour le salaire des 3 mois qui précèdent. Là, c'est dans le cadre d'une maladie. Là, pour rappel, on est bien dans le cadre uniquement de l'accident de travail et de la maladie professionnelle. Donc, les 2 bonnes réponses, c'était le mois précédent pour un salarié mensualisé, 12 mois qui précèdent le dernier jour travaillé pour une activité discontinue. Donc, on va expliquer le salaire de base. Qu'est-ce qu'on retrouve dans nos cadres A quand on est sur Net Entreprise? Et on le verra aussi tout à l'heure, aussi importance parce que ce sera aussi pour le bon paramétrage quand on est en DSL. Aujourd'hui, on va reprendre cet exemple systématique qui va être là. C'est un arrêt en juin, un accident de travail maladie professionnelle en juin 2024, un arrêt le 15 juin, donc pour la plupart du temps, un dernier jour travaillé le jour de l'accident, soit le 15 juin 2024. Mon salaire de base, on est au 15 juin, c'est bien la veille, le mois qui précède le dernier jour travaillé. Donc, notre salaire de base, ce sera bien mai 2024. Il est important que vous gardez cet exemple. On va quand même l'utiliser beaucoup dans la présentation. On va toujours être sur cet exemple de un arrêt en juin et un salaire de base en mai 2024. Ce qui est important sur le salaire de référence, vous voyez, il se répartit en 3 parties. Une étape 1 qui va correspondre à notre salaire de base, une étape 2 qui va être tout ce qui est prime et rappel de salaire, et l'étape 3, facultative, s'il y a une absence autorisée et qu'on a besoin de rétablir les salaires. Donc, le salaire de base, c'est quoi? On indique le salaire brut soumis à cotisation. Et ce salaire, il va comprendre seulement les éléments de salaire liés à l'activité du mois de référence. C'est très particulier, pardon, quand on est en un accident de travail et maladie professionnelle. C'est uniquement le salaire brut soumis à cotisation des éléments du salarié qu'il a effectué pendant le mois. Ça va comprendre le salaire principal, les congés payés, uniquement les heures supplémentaires payées et effectuées au cours du mois de référence, et éventuellement des primes mensuelles qui sont versées au titre du mois de référence, c'est-à-dire qui sont inclus dans le contrat de travail, que tous les mois, c'est acté qu'il ait ces primes mensuelles. Donc, c'est vraiment uniquement des éléments qui sont liés à son activité des mois de référence.
Donc, on vient indiquer le montant brut soumis à cotisation. Et encore une fois, on indique toujours la part salariale qui équivaut à 21%. Ça, c'est très important. C'est vrai que on sensibilise beaucoup sur l'accident de travail et la maladie professionnelle, uniquement les éléments du salaire liés à l'activité du mois en cours. On donne un exemple de salaire de base à reporter sur l'attestation de salaire. Vous voyez, là, vous avez un bulletin de salaire, c'est un exemple. Le montant à reporter, effectivement, comme là, c'est 2 922,52 euros. On l'a dit tout à l'heure, vous l'aviez dans le petit quiz, on est bien d'accord, on indique un mois de salaire brut soumis à cotisation si le salarié est mensualisé. Encore une fois, si nous sommes en activité discontinue, comme exemple un intérimaire ou un VRP, on est bien sur 12 mois à indiquer. On arrive à l'étape 2-3 du salaire de référence, à la partie prime et rappel de salaire. On va lancer un petit quiz. Pour connaître vous. Alors, on va lancer le deuxième sur les primes et rappels de salaire. Alors, devoir aussi aujourd'hui, pour vous, quelles sont les primes et rappels de salaire qui doivent être indiqués sur mon attestation de salaire en cas d'un accident de travail ou maladie professionnelle? Trois choses. Alors, il faut être concentré. Est-ce que c'est toutes les primes et rappels de salaire bruts des 13 mois précédant le dernier jour travaillé? Est-ce que c'est toutes les primes et rappels de salaire bruts versés dans les 13 mois précédant le dernier jour travaillé? Ou est-ce que ce sont toutes les primes et rappels de salaire bruts versés dans le mois précédant le dernier jour travaillé? Alors forcément, il y a un petit peu de piège. L'idée, c'est de rester concentré effectivement. Qu'est-ce qu'on indique effectivement dans les primes et rappels de salaire? Nous avons une réponse qui se dégage fortement, qui est la bonne. Forcément, vous ne savez pas laquelle, mais en tout cas, elle se dégage bien. Donc ça fait plutôt plaisir. Voilà. Mais on a aussi d'autres réponses. Allez, je laisse encore quelques minutes pour répondre. Quels primes et rappels de salaire doivent être indiqués dans le cadre d'une attestation pour le risque accident de travail et maladie professionnelle? Ça bouge encore un peu. Allez, je laisse encore une petite minute. Alors, est-ce que c'est toutes les primes et rappels de salaire bruts des 13 mois précédant le dernier jour travaillé? Les primes et rappels de salaire bruts versés dans les 13 mois précédant le dernier jour travaillé? Ou toutes les primes et salaires bruts versés dans le mois précédant le dernier jour travaillé? Alors, j'entends, hein, tout ça, ça se ressemble un peu, mais les mots vont être importants. Je vais mettre fin au sondage. Je vais partager les résultats. Alors, ça s'est dégagé comme à 57% sur la bonne réponse, qui est effectivement toutes les primes et rappels de salaire, bruts versés dans les 13 mois précédant le dernier jour travaillé. Effectivement, c'est la bonne réponse. Je vous montre ici. Ce qui est important, c'est le versé, c'est la date de versement. Donc ça, on va le répéter tout au long du webinaire. C'est vraiment les primes qui ont été versées dans les 13 mois qui précèdent le dernier jour travaillé. Ne vous inquiétez pas, on va voir des exemples ensemble. Alors, hop. Donc, on est toujours sur notre exemple. On va rentrer en détail dans le prime et rappel des salaires. Et vous allez voir l'importance de cette date de versement. Toujours notre exemple, 15 juin, dernier jour travaillé. Donc, toujours le salaire de base, c'est le mois qui précède le dernier jour travaillé. Donc, toujours dans le cadre, on est toujours sur notre mois de référence qui sera mai 2024. Et effectivement, je vous ai dit la bonne réponse pour les primes et rappels de salaire dans l'étape 2-3, du coup, c'est toutes les primes qui ont été versées dans les 13 mois qui précèdent le dernier jour travaillé. Les 13 mois dans notre exemple qui vont précéder le dernier jour travaillé, ça va être toutes les primes versées entre le 1er mai 2023 et donc le 31 mai 2024. Ici, on va venir indiquer donc toutes les primes et rappels de salaire versés dans les 13 mois qui précèdent le dernier jour travaillé et susceptibles d'être prises en compte. On va le voir. Vous, ce qu'il faut, c'est indiquer les primes versées dans les 13 mois. Et nous, on va venir vous expliquer derrière, voilà, pourquoi certaines primes sont susceptibles ou non d'être prises en compte.
Exemple de primes que vous pouvez retrouver du 13e mois, du 14e mois, prime de fin d'année, éventuellement des rappels de salaire suite augmentation. Attention, tout ce qui est heures supplémentaires ne constitue pas un rappel de salaire. On l'a vu tout à l'heure, seules les heures réellement payées et effectuées dans le mois de référence vont être prises en compte dans le salaire de base. Le reste, ce n'est pas à prendre en compte. On verra tout à l'heure un cas dans le cadre d'une modulation de temps de travail, nouveauté qui est arrivée, et là on va l'évoquer, c'est vraiment une exception. Mais pour tout le reste, les heures supplémentaires ne constituent pas un rappel de salaire. Donc, on vient indiquer toutes nos primes, le montant de la prime, à quelle période elle se réfère, et bien sûr, on vient y indiquer encore une fois la part salariale qui équivaut à 21%. Voilà, vous aujourd'hui, on vous donne des exemples sur cette période. On est toujours sur notre dernier jour travaillé au 15 juin. J'ai 13 mois qui précèdent le dernier jour travaillé où je dois venir indiquer les primes qui ont été versées dans cette période. Exemple, au 30 novembre, vous voyez, 30 novembre, 31 mars 2024, 30 juin 2023, ce sont bien des dates de versement dans la période des 13 mois qui précèdent le dernier jour travaillé. Cette date de versement, elles correspondent à une période de référence. Par exemple, cette prime du 30 novembre, versée le 30 novembre, elle correspond à une prime de 12 mois qui équivaut à la prime du 1er janvier au 31 décembre 2023, et c'était un montant total de 1 500 €. Même chose pour la deuxième, 31 mars 2024, donc c'est bien une prime qui a été versée dans cette période. Elle correspondait à une prime trimestrielle de 3 mois qui allait du 1er mars au 31 mars, et elle était d'un total de 300 €. Et la dernière, 30 juin, elle correspondait à une prime semestrielle du 1er avril au 30 septembre pour un montant total de 1 200 €. Vous, aujourd'hui, en tant qu'employeur, c'est ça que vous devez retenir, c'est la date de versement sur les 13 mois qui précèdent le dernier jour travaillé. Nous, on va dire derrière, on va venir faire le calcul, nous, assurance maladie, pour voir quelles primes vont être prises en compte ou pas. La prise en compte des primes, l'idée aujourd'hui, c'est d'aller un peu plus loin. Alors, on est un peu plus technique, donc effectivement, on va vous demander un peu plus de concentration sur cette partie-là. Surtout si vous êtes subrogé en tant qu'employeur, l'idée, c'est que vous compreniez effectivement, ça nous arrive, nous, alors plutôt mes collègues des IJ ou du contrôle interne, à venir à être en contact avec des employeurs pour venir vous expliquer pourquoi certaines primes sont prises en compte ou pas, alors qu'elles ont bien été indiquées sur l'attestation de salaire. Plusieurs éléments sont à prendre en compte pour mieux comprendre la prise en compte des primes. Première chose, vous l'avez compris, je le répète depuis tout à l'heure, c'est la date de versement. C'est vraiment elle qui va être primordiale parce que c'est la date à laquelle l'employeur effectue le versement de la prime. Et on va voir, cette date, elle est déterminante, voilà, pour une prise en compte de la prime parce qu'elle va avoir un impact sur nous, assurance maladie, et un calcul qu'on fait derrière. Deuxième chose importante, c'est la période de référence de la prime. Il s'agit de la période à laquelle se réfère la prime. On a donné un exemple tout à l'heure, une prime versée par exemple en janvier 2024, mais qui correspond à une prime à une période de 1er janvier 2023 au 31/12. Voilà, une prime en gros pour l'année 2023 qui a été par contre versée qu'en janvier 2024. Ensuite, l'assurance maladie, elle, va venir calculer ce qu'on appelle une période de report. C'est là qu'on va savoir déterminer si oui ou non on prend en compte les primes. L'assurance maladie calcule une période de report et on va voir, elle est du coup calculée en fonction de la date de versement. C'est pour ça que c'est très important cette date de versement parce que c'est vraiment ça qui va déterminer la période de report qui sera calculée par l'assurance maladie. Et enfin aussi la proratisation de la prime. Encore une fois, ça c'est du ressort de l'assurance maladie, mais on va vous expliquer comment effectivement l'assurance maladie calcule la proratisation. Donc, on donne des exemples. Une prime annuelle de 1 200 €, on reportera le montant de 100 €. Tout simplement, c'est une prime sur 12 mois, puisqu'elle est annuelle, d'un montant total de 1 200 €. Donc, on fait 1 200 divisé par 12, ce sera 100 € qu'on prendra pour chaque mois. Si c'est une prime semestrielle de 300 €, semestrielle, pardon, 300 divisé par 6, c'est un montant de 50 € qu'on viendra indiquer sur chaque mois. Ce qu'il faut retenir, je vais vous expliquer en détail, mais tout ce qui est période de report et proratisation, c'est calculé par l'assurance maladie. Donc, c'est vraiment nos obligations à nous et pas à vous en tant qu'employeur. Nous, l'idée aujourd'hui, c'est de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, surtout quand vous faites de la subrogation.
La période de report, donc la fameuse période de report qui va décider si oui ou non on prend en compte la prime, elle est calculée par l'assurance maladie et elle est déterminée en fonction de la date de versement. C'est pour ça, encore une fois, je vous ai dit ce qui est important pour vous, c'est les dates de versement. Deux petites choses qui vont différer. Si la prime est versée pendant la période de référence à laquelle elle se rapporte, la période de report qui est calculée par l'assurance maladie va démarrer le premier jour du mois de versement. Je peux entendre qu'on peut s'y perdre. Donc là, vous voyez, je vous ai mis un petit exemple. Une prime pour l'année 2023, janvier 2023, 31/12. Elle est versée le 31/12/2023. Elle est bien dans sa période de référence. C'est-à-dire qu'elle a été versée pendant la période entre le 1er janvier 2023 et le 31/12/2023. Comme elle est versée pendant cette période, eh ben, l'assurance maladie va faire un calcul d'une période de report qui, elle, va démarrer le premier jour du mois de versement. Une prime versée le 31/12, qui est versée pendant la période, eh ben, du coup, la période de report, elle va commencer à démarrer le 1er décembre. À l'inverse, si la prime est versée en dehors de la période de référence, toujours une prime de l'année 2023, vous voyez, mais qui est versée qu'en janvier 2024. Donc, elle est en dehors de la période de référence. Eh ben, l'assurance maladie va commencer sa période de report à partir du premier jour du mois qui suit la date de versement, donc le 1er février. Je n'ai pas dit que c'était simple, c'est juste qu'il faut comprendre le mécanisme. Donc, effectivement, vous avez compris que cette date de versement, elle est très importante pour nous pour démarrer notre période de report qui va être calculée par l'assurance maladie. Je vais vous expliquer avec un schéma, dans un premier temps, un tableau, et après, je vais vraiment rentrer dans le détail en essayant d'illustrer cette manière de prendre en compte ou non les primes. Toujours retenez bien, on est toujours dans notre exemple du mois de juin. Dernier jour travaillé le 15 juin. Salaire de base le mois de mai. Toujours, on va venir indiquer, vous, en tant qu'employeur, les primes versées dans les 13 mois qui précèdent le dernier jour travaillé. Donc, toutes les primes versées entre le 1er mai et le 31 mai. On donne un exemple ici, pendant la période de référence. C'est une prime qui est versée pendant la période de référence. Là, vous restez concentré que sur cette prime versée pendant une période de référence. Vous voyez, j'ai bien indiqué 3 primes ont été versées pendant la période qui est du 1er mai au 31 mai 2023. 3 primes qui ont été versées le 30 novembre, le 31 mars et le 30 juin. La première, 30 novembre, elle correspond à une prime de l'année 2023. C'est une prime annuelle sur 12 mois qui est de l'année 1er janvier 2023 au 31/12/2023 et qui a un montant total de 1 500 €. Je vous ai dit tout à l'heure, l'assurance maladie va calculer une report en fonction de la date de versement. 30 novembre, elle est versée pendant la période de référence. Et d'accord? Elle se réfère au 1er janvier au 31/12, comme elle est versée pendant, si vous vous souvenez, du coup, la période de report qui va être calculée par l'assurance maladie va, elle, démarrer le premier jour du mois de versement. Donc, elle va démarrer au 1er novembre. J'espère que je vous suis toujours. Donc, l'assurance maladie calcule une période de report qui va démarrer donc le 1er novembre et elle va aller jusque 12 mois, puisque c'est une prime annuelle de 12 mois. Donc, elle va aller jusqu'au 31 octobre 2024. L'assurance maladie va reporter du coup la proratisation de cette prime, 1 500 divisé par 12. Donc, elle va reporter pour chaque mois 125 €. Et la question qu'il faut se poser, est-ce que mon mois de référence, qui depuis le début, rappelez-vous, est le mois de mai 2024, est-ce que mon salaire de référence est-il inclus dans ma période de report? Donc, du 1er novembre au 31 octobre 2024, est-ce que mon mois de mai 2024 est inclus dedans? Oui, on est bien d'accord. Mai 2024 est bien dans ma période de report. Donc oui, du coup, c'est une prime qui sera reportable. Même chose pour la prime du 31 mars. Elle est versée pendant la période de référence. Donc, elle va démarrer la période de report de l'assurance maladie dès le premier mois du versement, premier jour du mois de versement. Donc, dès le 1er mars, c'est une prime trimestrielle. Donc, 1er mars, on va aller sur 3 mois. Donc, on va aller jusqu'au 31 mai 2024. Est-ce que toujours notre mois de mai 2024 est inclus dans la période de report? Eh bien oui, on le voit ici. Donc, c'est une prime qui sera reportable. Un autre exemple, notre prime du 30 juin 2023, prime semestrielle, versée pendant la période de référence. L'assurance maladie va donc démarrer sa période de report au 1er juin, premier du mois de versement.
pour 6 mois. Donc, elle va aller jusqu'au 30 novembre 2023. Est-ce que la question que vous devez toujours vous poser, est-ce que mon mois de mai, qui reste mon salaire de référence, est-il intégré dans cette période de report? Et bien là, vous voyez bien que le mois de mai 2024, il n'est pas dans cette période de report. Donc, c'est une prime qui ne sera pas reportable. On sait que c'est un peu complexe. L'idée, c'est pas de vous perdre. On va le répéter plusieurs fois. Vous, ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est la date de versement. L'idée, c'est que comme on sait que vous êtes, pour certains, en subrogation, vous avez besoin de comprendre pourquoi certaines primes sont prises en compte ou non. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est d'aller un peu plus loin pour vous expliquer effectivement cette prise en compte. Je vais vous l'expliquer là différemment. Je vais vous demander de rester concentré. L'objectif, c'est peut-être de l'illustrer. En tout cas, on va essayer de vous le schématiser pour que ce soit peut-être plus clair. Je vais vous donner un exemple où la prime est reportable, un autre exemple où la prime n'est pas reportable. Donc là, on illustre un petit peu plus. Toujours retenez l'exemple, on est pendant la période de référence. Donc quand c'est pendant la période de référence que la prime est versée pendant la période de référence, la période de report démarre le premier jour du mois de versement. On repart avec un schéma. Retenez bien toujours notre dernier jour travaillé le 15 juin. J'avance. Vous vous rappelez, salaire de référence. Donc moi, c'est toujours le mois qui précède le dernier jour travaillé. Donc c'est le mois de mai. On reprend la période des primes et rappels de salaire. Rappelez-vous, on est sur les 13 mois qui précèdent le dernier jour travaillé. Donc, dans notre exemple, c'est du 1er mai 2023, toutes les primes versées entre le 1er mai et le 31 mai 2024. On reprend toujours notre exemple. Une prime versée, du coup, dans cette période, qui est le 30 novembre. C'est toujours le même exemple que vous avez vu juste avant. Rappelez-vous, cette prime du 30 novembre, elle correspond à une période de référence du 1er janvier 2023 au 31/12/2023. Donc là, en schématisant, vous apercevez qu'elle est bien versée pendant la période de référence. Donc, comme elle est versée pendant la période de référence, l'assurance maladie va faire une période de report qui va démarrer, donc, vous vous souvenez, le 1er du mois de versement, donc qui va démarrer le 1er novembre. Et donc, c'est une prime annuelle. Pour rappel, on est sur 12 mois. Donc, l'assurance maladie, elle va faire une période de report qui va démarrer donc le 1er novembre et qui va repartir sur 12 mois. Donc, 1er novembre, et on repart sur 12 mois, donc jusqu'au 31 octobre. La question que vous devez vous poser en tant qu'employeur, est-ce que dans cette période de report qui est du 1er novembre au 31 octobre 2024, est-ce que mon salaire de référence qui est mai 2024 est inclus dans cette période de report? Et bien là, en illustrant, vous voyez qu'elle en fait partie, puisqu'elle est bien dans cette partie en bleu qui est la période de report. Donc, c'est une prime qui va être reportable. Je vais donner le deuxième exemple avec une prime non reportable. On repart sur notre chemin, notre image de base. Toujours notre dernier jour travaillé en juin, un salaire de référence en mai. Là, j'ai une prime versée désormais le 30 juin. Vous vous rappelez, c'est une prime qui correspondait à une prime semestrielle de 6 mois, du 1er avril au 30 septembre 2023. Encore une fois, on est bien d'accord, c'est une prime qui est versée pendant la période de référence. On le voit, elle est dans la période rose, donc elle est bien dedans. Donc, elle va démarrer premier jour du mois de versement. Donc, versé le 30 juin, donc l'assurance maladie va calculer une période de report qui va démarrer le 1er juin. Et c'est une prime semestrielle, donc l'assurance maladie calcule sa période sur 6 mois en démarrant à partir du 1er juin jusqu'au 30 novembre 2023. La question que vous devez vous poser, est-ce que dans cette période de 6 mois, mon salaire de référence, on se rappelle qui est toujours mai 2024, est-ce qu'il est inclus dans la période de report? On le voit bien que non. Donc, c'est une prime qui ne sera pas reportable. Vous aurez tout le détail, je ne vais pas m'étaler, mais vous recevrez bien sûr le support et le replay. Là, on a essayé de vous schématiser, vous voyez, pour qu'on comprenne bien notre date de départ, nos mois de référence, les périodes des primes et salaires, 13 mois qui précèdent le dernier jour travaillé. Voilà, on a essayé de tout vous expliquer pour que ce soit mieux compréhensible pour vous, en tout cas, sur cette prise en compte ou non de la prime. L'idée, encore une fois, je vous ai dit, rassurez-vous. Rassurez-vous, si ce n'est pas clair pour vous ou si vous ne subrogez pas tout simplement, pas d'inquiétude, tout ça, c'est un calcul qui est fait par l'assurance maladie.
Voilà. Donc là, c'est vraiment les exemples qui sont faits derrière avec toutes les images pour que vous compreniez quand c'est reportable ou non reportable. Là, je vais aller sur un deuxième exemple. Là, c'est quand la prime versée est en dehors de la période de référence. Je vous l'ai dit, le calcul qui est fait par l'assurance maladie, du coup, va changer puisque la période de report, elle va démarrer, elle, avec un mois de décalage, puisqu'elle va démarrer le premier jour du mois qui suit la date de versement. Donc là, on est toujours dans notre exemple du mois de juin, avec un salaire de référence en mai et toujours des primes sur les 13 mois qui précèdent le dernier jour travaillé. Donc toujours notre exemple, 1er mai au 31 mai. On a versé toujours 4 primes qui correspondent bien à cette période, versées dans la période du 1er mai au 31 mai. Par contre, on va le voir, ces primes, elles ont été versées en dehors de la période de référence. Donc, un exemple, cette prime du 5 janvier 2024, vous voyez, elle correspond à une prime de l'année 2023 qui correspondait à une prime annuelle du 1er janvier au 31/12/2023. Et vous voyez, elle n'a pas été versée pendant la période puisqu'elle a été versée le mois d'après, en janvier 2024. Et bien là, l'assurance maladie, au lieu de démarrer sa période de report le 1er janvier, parce que comme elle est versée en dehors de la période de référence, elle va démarrer le premier du jour qui suit la date de versement. Donc, premier jour du mois qui suit la date de versement, elle va démarrer au 1er février. Et on repart sur 12 mois, puisque c'est une prime annuelle. Donc, l'assurance maladie va démarrer sa période de report du 1er février 2024 jusqu'au 31 janvier 2025, sur 12 mois. Encore une fois, c'est l'assurance maladie aussi qui fait le calcul de la proratisation. On l'a bien mis, hein. Ici, c'est la saisie employeur. Ici, c'est le calcul de l'assurance maladie. La question que je dois me poser, toujours la même, dans cette période de report calculée par l'assurance maladie, est-ce que ça inclut mon salaire de référence qui est toujours le mois de mai 2024? Est-ce que là, entre le 1er février 2024 et le 31 janvier 2025, j'ai ma période de mai 2024? Oui, donc c'est une prime qui sera reportable. À l'inverse, un autre exemple, 5 octobre 2023, versée en dehors de la période de référence, puisqu'elle correspond à une période du 1er avril 2023 au 30 septembre. C'est une prime semestrielle. Donc, elle va démarrer 5 octobre, elle va démarrer le 1er du mois qui suit, donc 1er novembre. On repart pour 6 mois, donc elle va aller jusqu'au 30 avril 2024. Est-ce que dans cette période de report calculée par l'assurance maladie, est-ce que mon mois de mai 2024 est inclus dans cette période de report? Eh bien non. Donc là, ces primes ne seront pas reportables sur le salaire de référence. C'est un peu une petite gymnastique. Je vais donner encore un exemple, on va schématiser. Donc tout ça, vous l'aurez pour mieux comprendre. Donc c'est vrai qu'il y a une petite gymnastique à faire si vous voulez comprendre pourquoi on prend ou non en compte les primes. Je vais donner et schématiser aussi sur cet exemple-là. Donc je vous rappelle, on est en dehors de la période de versement. Donc du coup, la période de report calculée par l'assurance maladie décale avec du coup un mois de décalage. On reprend notre exemple pour que ce soit plus clair. Toujours notre dernier jour travaillé, le 15 juin. On se rappelle, hein, salaire de référence, nous sommes en mai. Nous avons toujours les primes que vous devez nous indiquer, c'est ça le plus important pour vous, nous indiquer les primes versées dans les 13 mois qui précèdent le dernier jour travaillé. Ça ne change pas, c'est la période du 1er mai au 31 mai 2024. Là, vous vous rappelez, j'ai une prime qui a été versée le 5 mai 2023. Cette prime, elle correspond à une période de 2022. Vous voyez, elle a été versée que le 5 mai 2023, mais elle correspond à une prime du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Vous êtes d'accord avec moi? Elle est donc versée en dehors de la période de référence. Donc, au lieu de démarrer le 1er mai, la période de report de l'assurance maladie, elle va démarrer le 1er juin. Et l'assurance maladie va faire son démarrage à partir du 1er juin. Comme c'est une prime annuelle, elle va faire une période de 12 mois. Donc, sa période va aller du 1er juin jusqu'au 31 mai 2024. Rappelez-vous, je dois me poser la question, est-ce que ma période de référence, qui est toujours le mois de mai 2024, est-ce qu'elle est inclue dans la période de report? Et bien là, en schématisant, on voit bien qu'elle fait bien partie de la partie en bleu. Donc oui, c'est une prime qui sera reportable. Je donne un autre exemple.
une prime versée le 5 octobre, qui correspondait à une période du 1er avril au 30 septembre 2023. Encore une fois, on voit bien qu'elle est versée en dehors de la période de référence, puisqu'elle est versée ici, et ma période de référence, elle est en rose. Donc, on va démarrer, rappelez-vous, le premier du mois qui suit la période de report. Donc, on va démarrer au 1er novembre. L'assurance maladie va repartir, hein, c'est une prime de 6 mois, donc elle va partir à partir du 1er novembre et elle repart pour 6 mois. Donc, l'assurance maladie calcule une période du 1er novembre au 30 avril 2024. Est-ce que mon salaire de référence est inclus dans ma période de report? Eh bien là, on le voit bien que non. Donc, c'est une prime qui ne sera pas reportable. Voilà un petit peu des exemples pour que vous compreniez, notamment quand vous êtes en subrogation, effectivement, si oui ou non on prend en compte. Encore une fois, je ne vais pas m'étaler, vous aurez tout le schéma qui reprend bien du coup les règles des différents éléments à prendre en compte. Donc là, vous avez les deux exemples, je les passe. Pour résumer aussi, on vous a mis deux autres exemples. Je trouvais ça intéressant de vous mettre la période de décembre parce que c'est là que vous nous posez le plus de questions, puisqu'effectivement, c'est là on arrive en fin d'année. En fin d'année, on vous a donné un exemple quand le salaire de référence, c'est décembre. Même chose, un exemple pour janvier, un dernier jour travaillé le 11 janvier, donc salaire de référence le mois qui précède le dernier jour travaillé, donc qui sera décembre dans ce cas-là. Et du coup, une période de 13 mois qui précède le dernier jour travaillé de toutes les primes qui ont été versées dans ces 13 mois. Donc la période, elle sera du 1er décembre au 31 décembre 2023. Deux exemples de primes. Vous voyez, 31 décembre 2023, donc une prime qui a été versée, qui correspondait à l'année 2023. Rappelez-vous, quand elle est versée pendant la période, ce qui est le cas ici, elle est versée pendant la période. Du coup, l'assurance maladie va commencer sa période de report du coup le 1er du mois en cours, donc dès le 1er décembre, et elle va aller pour 12 mois jusqu'au 30 novembre 2024. La question que je dois me poser, est-ce que mon salaire de référence, qui est dans cet exemple ici, décembre 2023, est inclus dans ma période de report? Eh bien oui, donc c'est une prime qui sera reportable. Et là, j'ai un autre exemple, une prime versée le 5 janvier 2023, qui correspond à une prime de l'année 2022. Donc on est d'accord, elle est versée en dehors de la période de référence. Donc on se rappelle du coup le calcul. On démarre au 1er du mois qui suit, qui sera le 1er février. On va repartir sur 12 mois, donc jusqu'au 31 janvier 2024, hein, parce qu'encore une fois, c'est une prime annuelle. Et donc du coup, est-ce que mon mois de décembre est inclus dans la période de report? Oui. Donc c'est aussi une prime qui sera intégrée. Voilà pour les différents exemples. J'espère qu'on ne vous aura pas perdu, que ce sera plus clair pour vous. L'idée, c'était d'avoir une meilleure compréhension de cette prise en compte ou non des primes. On va continuer. Alors, encore une fois, rassurez-vous, vous aurez le support avec tout le détail et le replay aussi d'ici fin de semaine, début de semaine prochaine. Je vais lancer un petit sondage, un nouveau petit sondage sur les heures supplémentaires. J'ai lancé, est-ce que les heures supplémentaires constituent-elles un rappel de salaire? On l'a dit au début. L'idée, c'est qu'on fasse un petit focus sur les heures supplémentaires et notamment la modulation du temps de travail. Alors, je vous invite à répondre. Alors, nos heures supplémentaires, est-ce qu'elles constituent un rappel de salaire? Ça bouge encore un petit peu. Oui, non. Non, je vous rassure, une réponse se dégage fortement. Allez, on va mettre fin au sondage. Je vais partager les résultats. Vous avez raison. À 90%, vous avez répondu non. On est bien d'accord. Pas de rappel de salaire. Uniquement, hein, vous vous souvenez, dans le salaire de base, uniquement des heures réellement payées et effectuées qui peuvent être dans le salaire de base. Le reste ne constitue pas donc un rappel de salaire. Donc vraiment, on va faire le principe des heures supplémentaires, hein, on l'explique bien. Je l'ai dit, c'est uniquement les heures réellement effectuées au cours de la période et payées qui vont être prises en compte. On donne un exemple. Si au total, il y a eu 60 heures supplémentaires effectuées en mars, avril et mai,
ça arrive dans une entreprise, mais qu'elles sont versées qu'en mai 2024. On a bien un cumul des 3 mois. Vous ne pourrez prendre, donc c'est à vous de pouvoir être en mesure de les identifier. On ne prendra que les 20 heures effectuées sur le mois de mai qui seront inclus dans le salaire de base. Parce que notre salaire de référence, j'ai gardé mon exemple du mois de mai en salaire de référence, il n'y a que ces 20 heures qui pourraient être inclus dans le salaire de base. Les 40 heures restantes ne sont pas à inclure dans le salaire de base. Et en aucun cas, on le met bien en bas, en aucun cas, le reste des heures aussi ne sont à inclure dans les primes au rappel de salaire. Une nouveauté cependant, depuis quelques mois maintenant, c'est quand on est dans le cadre de la modulation du temps de travail. Alors attention, c'est des spécificités, donc il faut vraiment que ce soit inscrit au contrat de travail ou à la convention d'entreprise. Donc là, effectivement, dans le cadre de la modulation du temps de travail, ça correspond à des dispositions spécifiques concernant le temps de travail des salariés. Là, je vais donner un exemple. Si vraiment dans la convention, on est vraiment sur de la modulation du temps de travail sur l'année, exemple, au total, 150 heures effectuées dans le cadre d'une modulation pour l'année 2023 et qui serait versée en décembre 2023. Si mon salaire de base est décembre 2023, auquel cas, effectivement, le montant total des heures versées sera inclus dans le salaire de base. Mais c'est spécifique, c'est-à-dire que derrière, on vous demandera de justifier qu'on est bien dans de la modulation du temps de travail, que c'est écrit au contrat de travail. Voilà, donc c'est uniquement dans ce cas-là, dans des cas bien précis, où exceptionnellement, on pourra l'inclure dans le salaire de base. Parce que ce sont des heures versées dans le salaire de base. Voilà sur la partie heures supplémentaires et modulation de temps de travail. Ce qu'il faut retenir. 3 choses à retenir, vous l'avez compris, dans le cadre A, tout ce qu'on appelle salaire de base, c'est uniquement les éléments liés à l'activité du mois de référence. Tous les éléments de salaire qui ne sont pas liés à l'activité du mois, elles sont intégrés dans la partie B, voilà, qui est tout ce qui est rappel de salaire. Toutes les primes et rappels de salaire versés dans les 13 mois qui précèdent le dernier jour travaillé. Vous l'avez compris, c'est la date de versement qui est importante pour nous. Donc, votre travail à vous en tant qu'employeur, c'est d'indiquer toutes les primes versées dans les 13 mois qui précèdent le dernier jour travaillé. Vous avez un doute, indiquez les bonnes dates. On est encore une fois d'accord. Ce qu'on vous a montré avant, c'était pour une meilleure compréhension des primes, voilà, de ce qu'on prend en compte ou non. Pour autant, c'est bien du ressort de l'assurance maladie. L'assurance maladie fait le calcul. C'est elle qui fait aussi le calcul de la proratisation. D'accord? Vous indiquez uniquement le montant total des primes versées dans la période des 13 mois. C'est vraiment ça le plus important pour vous. J'avance parce que je vois le temps passe. On arrive à la dernière étape qui est le salaire établi. Étape facultative, vous vous rappelez, on est au salaire de référence 3 sur 3. Étape facultative, puisque c'est seulement si mon salarié a une absence autorisée durant le mois de référence. Auquel cas, je vais venir établir le salaire. Là, quand vous êtes sur une absence autorisée, vous allez venir indiquer le salaire brut perdu soumis à cotisation, avec l'abattement toujours des 21%. Attention sur le salaire établi, c'est des remontées qu'on a de notre service IJ, à ne surtout pas faire doublon. Quand vous êtes sur votre salaire de base, s'il y a une absence autorisée, vous indiquez uniquement dans le salaire de base, donc dans le cadre A, le brut soumis à cotisation réel, ce qu'il a réellement touché. Puisque nous, dans le cadre C, vous allez venir indiquer aussi la perte de salaire et nous, on va venir cumuler les deux. Donc, c'est surtout que ça ne fasse pas doublon. Donc, vous indiquez bien dans le salaire de base brut soumis à cotisation et vous venez mettre dans la partie C uniquement la perte de salaire s'il y a une absence autorisée. Voilà comment se reconstitue du coup l'attestation de salaire que nous avons menée ensemble. Donc là, on reprend ce qui va équivaut à notre salaire de base, eh ben, ça va être notre période toujours du mois de mai, on donne un exemple, avec notre base salariale qui équivaut à 21%. Ici, on va aller indiquer donc toutes les primes qui ont été versées dans les 13 mois qui précèdent le dernier jour travaillé. Et là, on a donné notre exemple dans le cadre où il y a une absence autorisée, donc effectivement en indiquant la perte de salaire, voilà ici, et les 21% à indiquer. On arrive en DSN. En DSN, on le rappelle, toujours plus simple, puisqu'il y a beaucoup moins d'éléments, on va le voir à compléter. Voilà. Par contre, l'importance d'un bon paramétrage. Et là, je vais laisser ma collègue Gwenaëlle qui va vous présenter cette grille des primes
on vous invitera à transmettre à votre éditeur pour vérifier que le paramétrage est bien fait, parce que vous l'avez vu, l'importance de bien paramétrer les primes. Je laisse la place à Gwenaëlle. Merci Florence. Donc oui, effectivement. Donc on va voir ensemble ce tableau de paramétrage sur votre logiciel DSN. Donc il y a trois cas de primes. La première ligne, donc les primes numéro 1, ce sont les primes versées mensuellement qui permettent de compenser une contrainte liée à l'emploi. Eh bien, ces primes-là, donc ce sont les primes que vous allez retrouver dans le cadre A de l'attestation de salaire, donc dans le salaire de base, et elles sont à intégrer dans un bloc spécifique. C'est le bloc, alors, S21G0051 est de type 002. C'est pour ça qu'on vous dit de voir avec votre éditeur de logiciel de paie, puisque ici, ça va être toutes les primes qui sont dans le cadre A, donc les primes de salaire de base soumis à cotisation. Les autres primes, donc ce sont les primes liées à l'activité avec une période de rattachement spécifique. Celles-ci, on va les mettre dans un autre bloc, donc le S21G0052, le bloc 52, et le code type, le 027. Comme ça, quand vous allez faire votre signalement DSN, il va y avoir pendant la reconstitution la proratisation des primes. En numéro 3, les primes exceptionnelles liées à l'activité avec période de rattachement sur le mois civil afférent. Eh bien, celles-ci, ça va être pareil que tout à l'heure. Il va falloir les intégrer dans le bloc S21G0052. Mais par contre, ici, ça va être un code type 026. Et donc, ces deux dernières primes, eh bien, elles vont figurer dans le cadre B de l'attestation de salaire, contrairement à la première ligne où on va les avoir dans le cadre A. N'hésitez pas à voir avec votre éditeur de logiciel de paie. Merci Gwenaëlle. Donc voilà, donc là de toute façon on va vous fournir, voilà, mais l'importance effectivement d'un bon paramétrage, puisque derrière effectivement une fois que c'est bien paramétré, ça doit venir nous transmettre les flux avec dans les bons éléments en tout cas pour les attestations qui sont reconstituées chez nous. On va remettre un petit quiz sur les avantages en DSN. Pourquoi la DSN? Quels sont les avantages du signalement DSN en ATMP, accident de travail bien sûr et maladie professionnelle? Plusieurs réponses possibles bien sûr. Quels sont les avantages? On a vu effectivement, puisqu'on se réfère toujours un peu à Net Entreprise pour que vous compreniez bien la reconstitution, mais effectivement, encore une fois, c'est quoi l'avantage du signalement DSN en ATMP? Alors, c'est quoi? Est-ce que c'est pas de montant de salaire à compléter, pas de prime à indiquer, pas de salaire établi à saisir? Un seul signalement DSN génère une attestation accident de travail et maladie professionnelle et une en maladie. Je vous laisse compléter. Encore, ça bouge un petit peu. C'est vrai qu'on va devoir avancer parce qu'on a aussi les questions derrière. Alors, c'est un sujet, on sait, qui était beaucoup demandé, mais qui est aussi un peu technique, on va dire, sur cette partie un petit peu surtout notamment au niveau des primes. Allez, on va mettre fin au sondage. Je vais vous partager les résultats. Effectivement, vous avez raison, vous avez répondu à quasiment tout. Bah oui, tout était bon, puisqu'effectivement, on va le voir ensemble. L'avantage, encore une fois, du signalement DSN, c'est qu'aujourd'hui, contrairement à de la saisie manuelle sur Net Entreprise, beaucoup plus de risque d'erreur, d'anomalie, c'est normal. Dans le signalement DSN, une fois qu'on a bien paramétré ces primes, tous ces montants, et ben effectivement, pour vous, c'est pas de montant de salaire à compléter, pas de prime à indiquer, pas de salaire établi, ça se fait en automatique grâce à l'alimentation de la DSN mensuelle. Et on va le voir ensuite. En plus, effectivement, le signalement DSN vient générer une attestation accident de travail, maladie professionnelle et une en maladie. J'en profite du coup pour rebondir. Effectivement, pour rappel, depuis 1 an ou 2 maintenant, dès lors que vous faites un signalement pour le risque accident de travail et maladie professionnelle en DSN, donc depuis votre logiciel de paie, ça vient générer automatiquement, c'est transparent pour vous en tant qu'employeur, une attestation en maladie. Donc, ça nous permet automatiquement de payer en provisoire
avec le risque maladie, on va pénaliser le salarié. Et bien sûr, s'il y a reconnaissance de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle par notre service risque pro, du coup, la régularisation se fera en automatique. Aujourd'hui, quand vous êtes sur NetE, vous faites votre attestation de salaire en accident de travail et maladie professionnelle et on vient vous réclamer une en maladie parce qu'en attendant que la reconnaissance soit faite, on doit payer en maladie. Alors que là, en DSN, tout se fait en automatique. Donc, un signalement pour vous uniquement ATMP, accident de travail et maladie professionnelle, ça vient générer automatiquement une en maladie. Donc, l'avantage, hein, encore une fois, pas de saisie puisque tout est déjà alimenté dans votre logiciel de paie et votre DSN mensuel. Le calcul de l'IJ, pour terminer, on arrive sur la fin. Le calcul de l'IJ en accident de travail et maladie professionnelle. Le montant des IJ, il évolue dans le temps. C'est la particularité du risque accident de travail et maladie professionnelle. On rappelle que pendant les 28 premiers jours suivant l'arrêt, l'indemnité journalière est égale à 60% du salaire de base. À partir du 29e jour d'arrêt de travail, l'indemnité est majorée et portée à maximum 79% du salaire journalier de base. Et au-delà de 3 mois d'arrêt de travail, l'indemnité journalière peut être revalorisée en cas d'augmentation générale des salaires après l'accident. On vous note aussi bien sûr que le montant des IJ, forcément, ne peut pas être supérieur au salaire journalier net. Importance, on fait vraiment un rappel sur les dates de subrogation. On rappelle, consultez votre convention collective pour connaître les conditions de subrogation. On vous invite, et là c'est un vrai rappel qu'on fait, indiquer les dates maximales qui sont indiquées dans votre convention. Ne vous arrêtez pas aux simples dates de l'arrêt de travail. Tout simplement, c'est que si mon salarié, il est en arrêt aujourd'hui que pour 3 jours et que vous faites que la subrogation pour 3 jours, s'il a une prolongation au lendemain, eh ben nous, ce sera terminé. On n'aura pris que les dates que vous nous avez indiquées. Donc, le système, dès le lendemain, il va payer directement au salarié. Ça va générer des créances et des indus. Ça ne sert à rien. Donc, vraiment, indiquez les dates maximales que vous avez dans votre convention collective. Pas d'inquiétude. Nous, on ne va pas les payer au-delà des arrêts de travail qu'on reçoit. Donc, il n'y a pas de risque à avoir. Et vous, vous avez le confort que ça restera en subro tout le temps que la personne reste en arrêt maladie ou accident de travail. Donc, on vient indiquer les dates maximales qui sont indiquées dans votre convention collective. Autre aussi remarque et rappel, un SIRET égale un RIB. Aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises qui changent les RIB. Alors, on ne sait pas pourquoi. L'objectif aujourd'hui, c'est de transmettre les mêmes coordonnées pour l'ensemble des indemnités journalières, c'est-à-dire qu'on soit pour un risque maladie, maternité, paternité, accident de travail, utiliser le même RIB. Ça a beaucoup d'incidences derrière. Ça vient générer, je vous ai dit, des indus, du travail pour vous comme pour nous. Donc aujourd'hui, vraiment, on vous demande de sensibiliser et vraiment un établissement, quand je dis un SIRET, un établissement égale un même relevé d'identité bancaire. Ça, c'est très important pour nous aujourd'hui. On va arriver à la fin. Il est temps parce qu'on va passer aux questions et réponses et je vois le temps tourner. Je vais laisser mes collègues ouvrir leur caméra, reprendre Oui, alors, les on différentes a, questions. on a des questions. Après, on n'a pas beaucoup de questions, mais on a, je pense, répondu à pas mal au fur et à mesure du webinaire. J'espère. Juste pour info, pendant tes explications, Florence, tout le monde est resté bien concentré. On n'a pas eu beaucoup de questions. Alors, j'espère que Donc, ça a servi. oui. Alors, on avait une question au départ sur le dernier jour de travail quand il tombe le dernier jour du mois. Oui, 30. L'exemple qu'on a Pourquoi donné on du 30 juin. prend ce mois de référence? Pourquoi on ne prend pas le mois précédent? Parce que tout simplement, c'est comme ça. Étant donné que si on prend, si c'est le mois de juin et que C'est le parce qu'il est dernier plein. jour de travail, voilà, c'est le 30 juin, c'est un mois plein qui est payé jusqu'au 30. Donc, c'est la raison pour laquelle on prend ce dernier mois. On prend le mois complet et notamment parce que le dernier jour de travail, c'est un jour qui est indemnisé par l'employeur, donc le mois est complet. Exactement. On a eu des questions aussi sur la cotisation des 21%. Pourquoi 21%? Parce que ça, c'est le législateur qui a décidé et qui a défini. C'est ça, Sylvanie? C'est ça. Mm. C'est ça. Donc, effectivement, il y avait une question où les charges étaient plus élevées que 21%. Nous, dans l'indemnisation, il faut bien prendre en compte 21%, OK. même si les charges de l'entreprise sont plus élevées.
Ensuite, on avait une question aussi, beaucoup de questions sur les heures supplémentaires et les modulations. J'espère qu'on a répondu au fur et à mesure, enfin, au moment où on a diffusé la slide sur ce sujet-là, parce que les questions sont arrivées un petit peu en amont. Et on a aussi eu des questions sur alors, le fameux quiz numéro 2. Il y avait une incompréhension entre deux réponses, la Ah, réponse 1 et est-ce que le juste tu peux quiz, je peux revenir revenir. Oui, oui, je vais revenir. le Euh, numéro 2. le quiz sur les primes. En Je fait, vois. c'est juste une subtilité par rapport aux Oui, mots utilisés je vais vous expliquer. sur les Oui, je primes comprends. versées. Ouais, en vrai, le mot, c'était versé. Ce qui est important, c'est la date de versement, ce qu'on n'a pas toujours aujourd'hui. Excusez-moi, je reviens parce que j'ai beaucoup de diapos, du coup. Attendez, hop, 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 mais je vois que ça a pu porter un peu confusion. Après, c'était le but, forcément. Mais dans les éléments, vous aurez la réponse. Alors, excusez-moi, parce que du coup, j'ai un long support. Il doit être par là. Voilà, Voilà. c'était ça. En vrai, toutes les primes brutes, là, c'était la subtilité, c'est versé. C'est la même chose, sauf que c'était versé. Parce que des fois, vous nous indiquiez euh, des salaires correspondaient sur les 13 mois qui précèdent le dernier jour travaillé, mais elles n'étaient pas forcément versées dans cette période-là. Là, le mois précédent, bah, c'était pas bon, parce que vous avez compris, hein, pour les primes, c'est les 13 mois, les 13 mois pardon, qui précèdent le dernier jour travaillé, et la subtilité, c'était juste versé. Ce qui est important pour nous, vous l'avez compris, c'est la date de versement. Voilà, et pas seulement des Mm. primes qui correspondent à la période des 13 mois. Elles doivent être versées dans cette période, surtout. C'était ça la Mm. subtilité. Ensuite, on a des questions par rapport aux différentes primes. Exemple, une prime de nuit faite en juillet, mais payée en août. Est-ce qu'elle sera prise en compte dans le rappel de salaire, Alors, Sylvanie? une prime d'heures De nuit. faites en Mm. avril, c'est ça, tu m'as dit? Non, Faites en... une prime de nuit Oui. faite en juillet, mais payée au mois d'août. Alors, Est-ce ça qu'elle sera... sera prise en compte? Alors, la question, c'est de savoir si c'est récurrent tous les mois ou pas, parce que les primes de nuit, c'est spécifique. Normalement, ils rentrent dans les salaires de base, les primes de nuit. Si c'est tous les mois, effectivement, ça rentre dans le salaire. Si c'est pas tous les mois, c'est une prime spécifique. Dans ces cas-là, elle rentre dans le même cadre que le rappel de salaire. D'accord. Tout ce qui est prime mensuelle versée pour les commerciaux, est-ce qu'on les met dans le cadre A, salaire de base, ou plutôt dans les rappels et Alors, les salaires? commerciaux, c'est un petit peu spécifique parce que comme les VRP, ils peuvent avoir des primes sur euh, alors des commissions et des primes sur comment ça s'appelle? J'ai un truc. Enfin, par rapport Objectif? à, oui, voilà, objectif. Et dans ce cas-là, ces catégories de socioprofessionnels, elles sont calculées sur 12 mois. Comme ça, on a un calcul tous les mois, une information tous les mois de leurs primes et commissions, en fait. OK. Ok. Et du coup, tu les inclus dans le salaire de base ou tu les mets à part? Il Si faut tu une les inclus dans le déclaration salaire de sur base 12 mois. sur 12 Oui, mois, on est en c'est activité ça. discontinue. Exactement. Ok. Exactement. Merci, Sylvanie. Chiffre d'affaires, voilà, je cherchais le mot. C'était chiffre d'affaires autrement. Devons-nous reporter les primes alors que celles-ci sont maintenues pendant l'arrêt pour un accident de travail ou une maladie professionnelle s'il s'agit d'une prime annuelle? Oui, alors dans le cadre d'une prime annuelle, nous, on se positionne au moment de l'accident de travail et on va prendre les primes et rappels de salaire, comme l'a dit Florence, sur les 13 mois précédents. Donc, on va bien les prendre en compte. Maintenant, si cette prime annuelle, elle continue à être versée au-delà de l'arrêt de travail, ça rentre pas dans le calcul. Mais nous, on prend bien quand même celles qui sont versées avant. D'accord. Et il faut bien les indiquer. OK. Si, dans notre exemple qu'on a cité là pour le mois de mai, si dans le salaire de base, il y a une prime exceptionnelle liée au mois d'avril, faut-il l'intégrer dans le salaire de base ou le mettre dans la prime avec les périodicités d'un mois? Non, ce sera une prime avec un rappel différé, donc dans la partie rappel de salaire. OK. C'est trop bien. Ok. Une journée de carence diminuant de fait le salaire de base doit-elle être inclue dans le salaire de base pour rappel de salaire? Idem pour une déduction de services non faits comme impact de grève, absence non autorisée d'un agent.
Alors, la carence, elle sera indiquée dans la partie C par rapport au salaire Salaire rétabli, rétabli. à la Ouais. perte de salaire. S'il y a une journée qui n'est pas comptabilisée sur le salaire de base perçu, il faudra la préciser là. Nous, on additionnera les deux puisque c'est une absence justifiée. Après, pour ce qui est des absences, tu m'as dit Grève grève et et l'autre. absence non autorisée. Alors, les absences non autorisées, elles sont pas à rétablir, puisqu'elles sont pas autorisées. Et la grève, c'est une absence justifiée, donc elles peuvent être aussi dans la partie rétablissement de salaire. Oui, c'est ce Mm. que j'allais dire, hein, la grève est bien une absence C'est autorisée, hein. ça. Mm. Ok, ensuite, il y a d'autres questions qui sont arrivées. Euh, je vais les prendre au passage. Pour Moi, les j'avais juste. primes, ah, oui, Vas-y, je dis-moi. t'en prie. Ouais. J'ai une question. Pour les primes à intégrer, devons-nous intégrer la participation sur le bulletin de salaire? Elle n'apparaît pas systématiquement, la participation, ce sera à vérifier, mais ça peut être spécifique, c'est pas toujours. Faudrait voir par rapport à la situation. Mm. Il y a pas mal de questions aussi sur la DSN. Par exemple, j'aimerais savoir comment la période de référence d'une prime est prise en compte en DSN. Là, on vous invite à aller voir, enfin, quand vous allez recevoir le document, vous allez avoir le tableau de paramétrage. Donc, vérifiez sur votre logiciel de paie le paramétrage. Et il faut voir aussi avec votre éditeur de logiciel de paie pour voir si tout est correct. Parce que tout ce qui est DSN, nous, on n'a pas du tout la main dessus et on a juste la reconstitution des attestations de salaire. Oui, je voulais rebondir, Gwenaëlle, justement sur ce que tu Mm, dis, parce que il y a un employeur qui dit qu'effectivement, il y a souvent des comptes rendus invalides. mm, C'est très souvent parce que les paramétrages sont pas bons et du coup, les informations qui nous arrivent ne sont pas correctes. C'est pour ça qu'on fait des comptes rendus invalides ou qu'on vous rappelle. mm. N'hésitez pas à nous le signaler quand vous êtes en signalement DSN, parce que nous, effectivement, on peut vous accompagner dessus, parce que nous, on a la reconstitution, ce que vous n'avez pas sur le signalement DSN. Donc, la reconstitution permet justement de vérifier le paramétrage derrière, et notamment le problème des primes. Donc, nous, déjà, dans un premier temps, on va vous renvoyer la grille. Voilà, je me remettais dessus. Et du coup, rapprochez-vous de votre éditeur, déjà, pour vérifier que ça, c'est bien programmé, paramétré. Alors, est-ce que tu peux revenir sur la modulation? Il y a pas mal de questions sur la Ah, modulation. alors je reviens. Euh, Tac, tac, tac. alors après, ouais, les cas particuliers, Ah, on va pas pouvoir répondre. On vous invitera à contacter le 36 79. Mais là, au niveau de la modulation, ben, c'est comme disait Florence, c'est une nouveauté. Donc, le montant total des heures versées sur la période de référence sera inclus sur dans le salaire de base dans le cadre A. Mais on ne peut pas répondre, je suis désolée, au cas j'imagine. particulier. En plus, j'imagine, Sylvanie, tu vas conforter, mais derrière, il faudra justifier de toute façon. Il nous faudra, Oui, nous, si on a des montants importants, parce que forcément, 150 heures qui tombent sur ce mois-là dans le cadre d'un accident de travail, on va venir creuser, on viendra contacter sur l'employeur et demander un justificatif qui nous prouve que du coup, on est bien sous un contrat avec de la modulation du temps de travail, que c'est écrit dans le contrat de travail. Hein, c'est Sylvanie, je ça. te laisse compléter, mais j'imagine Oui. qu'il y a. Alors, je voulais apporter une précision. Par exemple, pour donner un exemple, vous avez un salarié qui est à 1500 heures mensuelles, par exemple, annuelles, pardon, par exemple, et qui ferait, dans le cadre d'une modulation du temps de travail, il aurait fait 1800 heures sur son année. Ces 300 heures-là, certaines entreprises les payent sur un mois dédié, décembre ou novembre, peu importe, sur un mois dédié, ils payent la totalité de ces heures. Et ces heures-là, elles sont bien prises sur le salaire de base quand elles sont payées. C'est cette spécificité-là, en fait. Et ça rentre dans le cadre du contrat de travail et d'une convention Voilà. d'entreprise. Donc, il y a quand même un contrôle derrière qui sera fait pour justifier et vérifier que du coup, on les prend bien en compte. Mm. Voilà. Donc après, effectivement, il y aura peut-être un peu du cas par cas, on ne pourra pas voir toutes les C'est situations. ça. Il y a une question, pourquoi on prend 13 mois? Pourquoi on ne prend pas Ah, 12 mois comme... alors on l'a dit dès le départ, effectivement, on a plutôt tendance à vous dire 12 mois et on le sait. Sauf qu'on l'a vu, notamment, vous voyez, on vous a donné des exemples sur des primes qui allaient jusqu'en 2022. Et en vrai, l'idée aujourd'hui, c'est que effectivement, c'est surtout plutôt sur les primes de fin d'année où on est amené ponctuellement à revoir avec l'employeur pour réclamer effectivement ce 13e mois. Donc, alors même si ça reste que ponctuel sur certaines primes, voilà, des fois on est amené à la réclamer à l'employeur via un compte rendu métier. Donc, on s'est dit par défaut, autant qu'aujourd'hui, tout de suite, l'employeur nous indique les 13 mois. Ça évitera de vous relancer.
de perdre peut-être certaines primes qui ne seraient pas indiquées à tort. Donc l'idée, c'est on met tout le monde dès le départ, on va partir plutôt sur 13 mois plutôt que sur 12. Mais on entend qu'habituellement, c'était 12 mois qui étaient indiqués. Ça reste à la marge pour certaines primes de fin d'année. Voilà, où on est obligé de réclamer. C'est-à-dire qu'avec ce décalage, j'espère que vous l'avez compris, de report qui peut décaler, eh ben, il y a certaines primes qu'on va vous refuser parce qu'elle n'a pas été versée dans la bonne période. Je donne mon exemple de janvier 2024, versée en janvier 2024, mais qui correspond à une période de décembre 2023. Eh ben, autant on va peut-être pas accepter celle versée en janvier 2024, mais ça veut dire que celle janvier 2023, elle, on peut l'accepter. C'est pour ça qu'on revient à 13 mois ponctuellement sur ces primes-là. C'est surtout en fin d'année. Donc voilà, donc Et c'est aujourd'hui, on aussi, préfère. Vas-y, Sylvanie, je t'en prie. pardon, excuse-moi, Florence, je t'ai coupé. C'est aussi pour éviter de multiplier les contacts et de vous relancer effectivement sur des primes qui seraient pas bonnes. Et on peut penser qu'effectivement, il y en a une autre à la même période l'année d'avant et D'abord. d'avoir tous les éléments directement pour calculer au plus juste l'indemnité journalière du salarié. Voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on préfère aller directement sur 13 mois. Mm. Il y a beaucoup de questions pour savoir s'il est possible d'avoir la reconstitution de l'attestation de salaire quand on déclare en DSN. Alors non, on ne peut pas vous l'envoyer à chaque fois. C'est juste pour les entreprises qui débutent dans le signalement DSN où là, on les accompagne sur les 2, 3 premières attestations. Mais non, désolé, et ce n'est pas prévu non plus sur Net Entreprise d'avoir la reconstitution. Donc oui. Aujourd'hui, non. Mm. Par contre, si vous démarrez le signalement DSN, dans un premier temps, oui, vous pouvez appeler le Oui, 3679 pour qu'il nous demande derrière, ce sera nous pour un accompagnement. Mais sur les premiers signalements et parce que vous testez sur une nouveauté. Voilà. Euh, dois-je obligatoirement, ça doit être faire une attestation de salaire, maladie en cas d'accident de travail? Bah, écoutez, si vous utilisez le signalement DSN, vous allez faire un signalement en accident de travail, ça va générer automatiquement une attestation de salaire en maladie. Donc, nous allons recevoir 2 attestations de salaire. Comme ça, on va pouvoir payer de manière provisoire l'IJ en maladie. Et après, si l'accident de travail est reconnu, faire un rappel en AT. Il y avait quelqu'un qui demandait si c'était nouveau. Non, ça fait déjà Ça fait déjà plus d'un an que c'est comme ça, que ça oui, se hein, génère quelques en mois, ouais. automatique. Voilà. Si vous êtes sur NetE, par contre, vous n'avez pas le choix que de refaire effectivement une attestation Ouais. maladie. Et il y a aussi, on va terminer ici, je suis désolée pour toutes les questions pour lesquelles on n'a pas répondu, mais on les a, donc on peut répondre après à ces questions. Pourquoi, à partir du 29e jour, est-ce que tu peux revenir sur cette slide à la fin? On est à 79% et ce n'est pas 80%. Indemnité journalière est majorée et portée à 79%. Oui, c'est la législation, effectivement, accident de travail qui précise qu'à partir du 29e jour, la perte de salaire est moindre dans le cas d'un accident de travail, puisque c'est lié au travail, justement. Mm. Et avant, c'était 80% ou ça a Avant, toujours c'était été avant, c'était 80%, ouais. OK. Et maintenant, c'est 79. 19. OK. Donc voilà. Il est effectivement 11h10. Je pense qu'on va devoir Mm. s'arrêter là parce qu'on a débordé un peu. Alors effectivement, c'était un webinaire qui prenait du temps. Comme l'a dit Gwenaëlle, pas d'inquiétude. Nous, on va rechecker. On a toutes les questions. On a un support qui va être transcrit. Donc pas d'inquiétude, hein. On a trace de tout. Donc si on est amené à voir que certaines, on n'a pas apporté de réponse. Alors soit on a des dossiers spécifiques, je le rappelle, hein, dossiers spécifiques qui demandent vérification. Là, je vous invite à contacter le 3679. Si effectivement il y a des éléments de réponse qu'on n'a pas pu apporter faute de temps, on va pouvoir rechecker. On reviendra vers vous. Soit nous, si vous êtes un employeur du 44 ou éventuellement du hors-région, peut-être que c'est nos collègues limitrophes 85-72 de la région, auquel cas on demandera à nos collègues chargés de relations d'entreprise de reprendre contact avec vous. Voilà. Là, on va devoir mettre fin parce qu'on a dépassé un petit peu. Est-ce qu'on peut juste préciser, Florence, Oui, que si toutefois il y avait un doute, de ne pas hésiter à mettre les informations et nous, on pourra analyser la oui, situation et rappeler le cas échéant si besoin. ouais, Ne pas pas de hésiter à souci. mettre les informations de prime. Mettre les primes, C'est les ça, primes, les ouais, Oui, primes. d'accord. S'il y a un encore une doute, il fois. faut les mettre. Il y a le moindre, oui, oui, il y a le moindre doute, c'est ce qu'on mettait sur le support, effectivement. Venez bien indiquer toutes les primes dans les 13 mois qui précèdent le dernier jour travaillé. Les primes versées. Mm. Merci, merci Gonel. Je vous rappelle les contacts rapidement, toujours le 3679. Notre plateforme EDEM, vraiment,
Si vous avez besoin d'une assistance en ligne, une réclamation, passez, les liens sont juste derrière quand vous devrez le support. Je rappelle aussi notre portail employeur, un outil local créé par la Caisse du 44. Vous, derrière aussi, c'est un portail. Il n'y a pas besoin d'identifiant. On vous met à disposition tous nos modes opératoires. Vous avez aussi la possibilité de vous inscrire ou de voir nos replays de tous nos webinaires. Pour information, s'il y a des collègues qui auraient été intéressés par ce webinaire, ma collègue Aline va reprendre et en présenter un le 26 septembre, si je ne dis pas de bêtises. Donc, vous passez aussi par le portail et vous pouvez vous y inscrire. On rappelle le nouveau numéro de téléphone de Net Entreprise depuis le début de l'année, 0806 800 700. Et avant de mettre fin, juste pour rappel, on a un petit questionnaire de satisfaction quand je vais mettre fin au webinaire. Ça prend vraiment 3 secondes, 3 petites questions. Important pour nous de connaître votre ressenti, si ça a répondu à vos attentes. Voilà, c'est très rapide, ça prend 3 secondes, c'est important pour nous. Oui, C'était un peu c'était un test en plus aujourd'hui d'aller un peu plus loin, d'aller dans un côté un peu plus technique, on va dire. Voilà, donc on a aussi besoin de votre avis, pardon. Donc merci de prendre les 3 petites secondes pour compléter ce petit questionnaire. On vous souhaite une très bonne journée, une très bonne continuation à vous, bon courage et on reste à disposition si besoin. À bientôt, bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir, merci.